Bonjour et bienvenue à tous dans Décryptage, un nouveau numéro sur votre chaîne Télé 50. Aujourd'hui, nous recevons pour vous un membre du parti présidentiel, le PPRD. Il est également communicateur de la majorité présidentielle, un habitué d'ailleurs de Télé 50 puisqu'il fait des débats chaque fois qu'il est invité ici chez nous. Nous allons parler politique en République démocratique du Congo avec notamment ce sujet délicat ou ces termes qui reviennent généralement dans nos conversations de tous les jours, la cohésion nationale, les concertations politiques amorcées par le PPRD, mais bien évidemment la vérité des urnes, avec mon invité sur ce plateau, Papi Tamba, je l'ai présenté tout à l'heure, membre du parti présidentiel, le PPRD. Bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Floride Zanto. Alors, M. Papi, avant d'entrer dans le vif de notre sujet, nous allons essayer de faire un tout petit peu un exercice pédagogique, didactique, j'allais dire, des termes pour que nous comprenions exactement de quoi nous parlons et que, bien évidemment, nos téléspectateurs arrivent à bien appréhender les sujets que vous allez aborder avec nous. Lorsque l'on parle de concertation politique d'un côté et que l'on parle également de la cohésion nationale, ça veut dire quoi, à votre avis? Merci pour l'invitation et pour la question. La cohésion nationale, c'est un état d'esprit, c'est la finalité. Et pour arriver à la cohésion nationale, avoir cet état d'esprit, on procède aux concertations. Lorsqu'on est chef de l'État, on est président de la République, on a le destin de tout un peuple, de toute une nation avec soi. On peut analyser les choses et tirer certaines conséquences. En ce qui concerne la RDC, il y a lieu de préciser ici qu'il n'y a pas de crise institutionnelle dans notre pays qui puisse justifier la cohésion nationale. Les pouvoirs exécutifs fonctionnent normalement, il y a un gouvernement, il y a des ministres qui, derrière les pouvoirs administratifs, nous voyons l'administration fonctionner normalement. Il y a les fonctionnaires qui vont au travail, les taxes sont perçues, il y a un parlement qui fonctionne, bien qu'aujourd'hui le parlement soit un peu en vacances, et il y a les pouvoirs judiciaires qui fonctionnent, les juges continuent à dire la loi. Il n'y a pas de crise institutionnelle qui puisse les justifier. En revanche, depuis le 23 mars 2013 plutôt, nous avons constaté que notre pays, malheureusement, a encore connu les velléités des gens qui en veulent toujours au peuple congolais, qui veulent toujours énerver l'ordre que nous avons installé chez nous. Il y a eu résurgence des rébellions dans l'est de notre pays et nous en souffrons encore aujourd'hui. C'est depuis le 23 mars 2013. Je crois que c'est 2012, permettez-moi. C'est depuis le 23 mars 2012 que nous avons constaté, on n'est pas même encore arrivé le 23 mars 2013, qu'il y a eu maintenant le M23. Par rapport à ces problèmes du M23, nous avons constaté que ces gens-là ont fait l'air, les revendications d'un certain nombre de Congolais. Il fallait tenir compte de ça. Vous savez, Floride, Mobutu a son temps. Ça réveillait même les gens, hein, ces revendications, hein. Je ne dirais pas que ça a réveillé, je dis seulement que des fois ça surprend. Et des gens chez qui on allait récupérer ces genres de revendications restaient silencieux. Et c'est ça qui est frustrant et troublant. L'effet président Mobutu, après plusieurs années de gouvernance, devait tirer les conséquences de la perestroïka. Il a entamé les consultations populaires du mois de janvier 1990 au mois d'avril 1990. Et cela a abouti à un discours. C'est le discours du 24 avril 1990. C'était sa démarche. Oui. C'était sa manière de répondre à la situation d'antan dans le cadre de la configuration politique de l'époque. Aujourd'hui, le chef de l'État est dans sa démarche. Le parallélisme, c'est lequel maintenant avec le président? Non, je veux dire que le chef de l'État est dans sa démarche. Oui. C'est-à-dire qu'on est tenté de procéder aux concertations. Lui-même a concerté. Il délègue les gens qui concertent à son nom. C'est pour aboutir à la cohésion nationale et personne ne connaît encore à ces jours, comme c'était la surprise du 24 avril 1990, personne aujourd'hui ne connaît quelles seront les conclusions du chef de l'État. Il faut noter que le chef de l'État a aussi le droit d'avoir des pouvoirs discrétionnaires. Oui. Donc moi, ce que je veux seulement préciser ici, c'est qu'il n'y a pas de crise institutionnelle dans notre pays. Alors, revenons-en. Il n'y a pas de crise institutionnelle en République démocratique du Congo devant une personnalité de l'opposition, il ne serait pas d'accord parce qu'il y a des gens qui pensent qu'il y a crise institutionnelle. Quand est-ce que dans un État existe-t-il une crise constitutionnelle? Puisqu'il y en a qui croient
que nous Non, mais avons cette vous crise. savez, le problème n'est pas seulement de le croire, il faut effectivement qu'il puisse avoir cette crise. Oui. Pour parler d'une crise, vous Oui. savez, à un certain moment dans notre pays, prenons seulement la RDC comme élément de référence. Oui. Nous avons connu carrément un dédoublement de l'ordre institutionnel et dans ce dédoublement, nous avons constaté une adhésion même du peuple et il y avait boycott même des institutions qui étaient établies par la conférence nationale souveraine. Il y avait absence de textes constitutionnels. On gérait les pays des situations d'exception, ces situations d'exception. Il y avait certaines matières, tant sur les plans du droit que sur les plans politiques, qui justifiaient un certain nombre de choses. Aujourd'hui, dans notre pays, il y a une constitution qui a été ratifiée par le peuple congolais par référendum. Cette constitution met en place des dispositions. Ces dispositions aujourd'hui sont respectées. Non pas seulement qu'elles sont respectées sur les plans juridiques, mais sur les plans politiques, il y a l'adhésion du peuple congolais dans cet ordre institutionnel et il n'y a aucune volonté de changer l'ordre institutionnel. Maintenant, le problème n'est pas de quelques capricieux politiques qui ont des agendas cachés, qui ne supportent pas le fait de perdre aux élections. Pour eux, perdre une élection et attendre 1800 jours, c'est-à-dire 5 ans, pour maintenant s'organiser en vue d'une alternance, c'est quelque chose d'insupportable. Il faut prendre des armes. Vous savez, bon, il y en a aujourd'hui qui les supportent, nous devons les reconnaître qu'ils ne prennent pas des armes. Ceux qui prennent les armes, ils ne prennent pas des armes pour cette situation. Attendez, est-ce que vous pensez que si aujourd'hui l'on parle en République démocratique du Congo de la crise des légitimités, ou qu'au niveau des élections présidentielles, il y a eu des irrégularités, à la fois au niveau des élections législatives, c'est parce que ces gens-là craignent d'aller aux élections? Vous savez, d'abord, il faut préciser aussi, M. Fleury, il n'y a pas de crise de légitimité en RDC. Nous devons bien définir les termes, sauf si des amis comprennent le mot légitimité à leur manière. Il n'y a aucune crise de légitimité dans notre pays. Parce que nous avons un chef de l'État qui a été élu. Le chef de l'État qui a été élu a été proclamé. L'élection est toujours contestée quand même. Je suis en train de dire non, mais la contestation, le problème n'est pas... Je suis en train de vous dire, le problème ne se pose pas au niveau de la contestation. C'est au niveau de la raison de la contestation. Est-ce que ceux qui contestent ont-ils raison de les faire? S'ils ont raison de les faire, quels sont les éléments qu'on nous présente aujourd'hui qui peuvent au moins donner matière à penser ou dire que réellement il y aurait contestation? Vous savez, lorsqu'on est un candidat sérieux, on conteste les résultats sur la base de ses propres procès-verbaux. Des PV de témoins que la loi donne la possibilité de déployer dans les différents bureaux de vote. On conteste sur la base des éléments. Or, que constatons-nous? Nous constatons que ceux qui contestent les résultats, ils n'ont aucun élément rationnel de contestation. Ils ne l'ont pas. Jusqu'à ce jour, nous les réclamons, ils ne l'ont pas. Deuxièmement, non pas seulement qu'ils n'ont pas ces éléments, mais ils ne savent même pas combien est-ce qu'ils ont obtenu eux-mêmes. Vous savez, aujourd'hui, je suis candidat à une élection présidentielle. J'ai mes témoins. On proclame les résultats, on dit que j'ai 30% ou 33%. J'ai dit, je ne suis pas d'accord. Je dois être en mesure de dire combien j'ai obtenu. Lorsqu'on pose la question à la personne qui conteste les résultats, la personne s'est contredite 2 fois. Tantôt, il avait un pourcentage qui dépassait tout ce qui est inimaginable. Pourquoi? Parce qu'en associant seulement son pourcentage avec celui qui devait les talonner selon sa propre appréciation, il dépassait déjà les 100%. Et tantôt, il se trompait même dans les chiffres qu'il avait déjà dit précédemment. Donc, c'est pour dire qu'il n'y a aucune crédibilité. Nous sommes face à une stratégie politique. Vous savez, il y a M. Jacques Chabani, oui, l'ancien secrétaire général de l'UDPS. Pendant la campagne... Il a présenté d'ailleurs à l'étranger les vérités sur les urnes. Hein. Je crois qu'en Allemagne, en Europe, non, devant... Écoutez, M. Jacques Chabani, aujourd'hui, je ne vais pas refaire l'histoire de ces petits secrétaires généraux. Je vais seulement dire une chose, c'est que lui-même, pris devant l'évidence aujourd'hui, il a fini par reconnaître, il a reconnu qu'ils n'ont pas d'éléments. On ne présente pas la contestation aux résultats en présentant les rapports, qui déjà ces rapports ne remettent pas en cause les résultats. Il n'y a aucun élément. Mais c'est une stratégie politique. Cette stratégie politique mise en place en 2011 par un parti, il faut le dire, l'UDPS, et par un candidat qui s'appelle Tshisekedi Wamulumba Etienne. C'est leur propre stratégie. Maintenant, cette stratégie-là qu'ils ont mise en place, je dois encore le préciser, diabolique, c'est dans l'esprit, d'abord, de refuser d'assumer l'échec parce qu'ils considèrent ces candidats-là que c'est un coup qu'il a reçu sur la figure
d'être battu aux élections. Il ne veut pas sortir par la petite porte de l'histoire. Mais il n'a qu'à assumer les faits. Il n'a qu'à assumer. C'est de cette façon... assumer parce que, M. Floride, je vais vous dire une chose. Ce qu'ils disent aujourd'hui, c'est les mensonges des urnes. La vérité des urnes est connue. Cette vérité des urnes est connue non pas seulement par des Congolais, mais même par les États étrangers et les institutions internationales. C'est Joseph Kabila qui a gagné. Je ne sais pas si vous êtes en train d'expliquer certaines choses dans la tête du président de la République ou certaines histoires que vous expliquez et les analyses que vous faites. Laissez-moi vous poser une question, M. Papi. Lorsque le chef de l'État veut atteindre la finalité de la cohésion nationale, c'est pour quelle raison? Les raisons fondamentales. Non, mais la raison fondamentale, le chef de l'État... C'est peut-être parce que lui-même, le chef de l'État, se rend compte que son élection, il y a eu des irrégularités graves, d'où il faut que la cohésion existe. Attendez, au sein de la... Monsieur Fleury, oui. Je vous dis, dans votre question, il faut commencer par écarter la situation électorale du 28 novembre. Le chef de l'État, en les prononçant, a lui-même donné aussi les contenus. Je vous ai dit qu'après le 28 novembre 2011, oui, les pays ont continué à fonctionner normalement. Mais depuis le 23 mars 2012, notre pays a connu une situation intolérable. Par rapport à cela, le chef de l'État a dit, et il était clair dans ses termes, dans son discours du 15 décembre 2012, s'il était la nation, en disant que nous devons résister. Nous devons résister au risque de la balkanisation de notre pays. Les Congolais aujourd'hui doivent faire un front commun face à cette menace. Alors comme il y a cette menace, et ils constatent sur le plan interne que même certains Congolais ont même fait les déplacements de rejoindre même le mouvement du M23. C'est pourquoi le chef de l'État lance l'idée de la cohésion nationale, c'est pour que les Congolais en cette matière précise puissent se sentir comme un seul homme, et que les Congolais maintenant puissent ensemble, bien entendu, combattre les différents diablotins qui veulent balkaniser notre pays. C'est ça l'état d'esprit qui est la finalité que le chef de l'État veut atteindre. Et maintenant, sur le plan interne, lorsque nous parlons de la cohésion nationale, des concertations, il y a des matières à écarter. Ce n'est pas une remise en cause de l'ordre institutionnel, ce n'est non plus une remise en cause de notre Constitution. Alors, si ce n'est pas une remise en cause de l'ordre institutionnel et de notre Constitution, c'est qu'il y a des matières déjà épuisées. C'est-à-dire des matières déjà où les solutions sont déjà trouvées. Vous l'écartez en tant que qui? Parce que dans les termes ou bien dans le cadre des concertations nationales organisées par le PPRD, l'opposition ne voit pas ça de cette manière-là. L'opposition compte bien évidemment votre aspect que vous avez écarté. Non, mais c'est ce que je suis en train de vous dire. C'est là maintenant que lorsqu'on a gagné aux élections dans un pays, on doit maintenant savoir une chose, c'est qu'on a l'impérium. On a l'impérium. La cohésion nationale n'est pas une faiblesse, comme les gens semblent le présenter. C'est-à-dire, nous n'allons pas remettre l'ordre institutionnel et constitutionnel parce qu'il y a quelques capricieux qui ne supportent pas du fait de rester dans l'opposition pendant 1800 jours. Ce n'est pas ça le problème. Notre problème, c'est de faire avancer les pays. Si le chef de l'État a été élu par le peuple congolais, ce n'est pas pour répondre aux caprices de quelques politiciens. C'est pour maintenant, c'est la base d'un programme et il faut maintenant mettre en place ces programmes pour faire avancer les pays. Et pour faire avancer les pays, il n'y a aucun Congolais aujourd'hui, les Congolais dans une large mesure, ne sont pas favorables à la remise en cause de l'ordre institutionnel pour conduire notre pays vers la 4e République. Parce que vous savez ce que ça voudrait dire. Lorsqu'aujourd'hui nous devons prendre la Constitution et les institutions, les ranger dans les tiroirs, qu'est-ce que nous devons faire? C'est engager notre pays vers une nouvelle transition. Mais je vais vous dire une chose, M. Floride. De 90 à 97, 7 ans de gâchis. Je dis bien 7 ans de gâchis. Une longue et interminable transition. L'effet Laurent Désiré Kabila arrive, il fallait mettre en place la 3e République. 97, sa réalité, ça va devenir en 2006. Vous voyez un peu le temps encore ça a pris, environ 9 ans. Donc s'il faut compter 9 plus 7, vous comprenez, nous sommes à 16 années que notre pays, parce que les gens ne pouvaient pas s'entendre, notre pays a connu 16 ans d'une longue et interminable transition. Une instabilité. Aujourd'hui, nous avons mis en place une constitution. Nous avons organisé les premières élections. Aujourd'hui, nous avons organisé les 2e élections après. Maintenant, nous devons penser organiser les 3e élections et nous devons, je ne dirais pas imposer, mais pérenniser ce système. Nous n'allons pas maintenant répondre
à quelques capricieux politiques qui veulent prendre le pays en otage pour que, ma foi, ce que nous avons construit au prix même du sang du peuple congolais, pour arriver à ce niveau-là, il y a nos frères et sœurs qui ont laissé leur vie. Nous n'allons pas aujourd'hui cracher sur leur sang, cracher sur toutes les bonnes volontés mises en place dans le contexte 1+4, parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a fait le choix de s'exclure pendant que nous construisions les choses de 2001 à 2005, 2006 plutôt, la personne a fait le choix de s'exclure. La personne revient en 2011 et cette personne veut énerver ce que nous avons construit qui est le produit d'une transaction entre les différents hommes politiques. Même Dieu n'aimerait pas avoir une telle gloire. Voilà. Alors, que dites-vous d'une certaine presse quinoise, locale, en République démocratique du Congo, qui dit que la cohésion nationale ou bien les concertations vont accoucher d'une souris si l'UDPS et l'Église catholique n'étaient pas dedans? Sans l'UDPS et l'Église catholique, je vais les renvoyer dans l'histoire. Ça va accoucher d'une souris. Je vais